Bonsoir à tous. Après 3 ans de guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un grand dialogue national est prévu en fin septembre 2019 pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. L'annonce du président de la République du Cameroun est saluée dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir, et suscite des appréhensions au sein de l'opposition entre l'opportunité historique de conduire le Cameroun sur les chemins de la paix et les manœuvres politiciennes visant à tromper un peuple assoiffé de réformes constitutionnelles. La mise en place de ce grand dialogue national laisse apparaître des zones d'ombre sur les conditions préalables, les contours, les acteurs et surtout les sujets abordés durant ces assises nationales. Dans un contexte socio-politique tendu où les tenants du pouvoir et l'opposition se déchirent, l'une des voix les plus autorisées de l'appareil administratif du RDPC sort de sa réserve pour s'exprimer à cœur ouvert sur les défis auxquels le Cameroun est aujourd'hui confronté. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vérité ce soir pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Monsieur Grégoire Ona est l'invité de l'émission La Vérité en face. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Bonsoir à vos deux camarades et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être venu dans cette émission. Je précise que pour mener cet entretien sur ce plateau, je suis avec Jonathan Babila. Bonsoir, Jonathan. Good evening, Cedric. Good evening, dear viewers. Good evening, Mr. Minister. Également sur ce plateau avec nous, Duval Fongwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir à Monsieur le Ministre et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. D'entrée de jeu, Monsieur le Ministre, vous avez publié sur votre compte Facebook, quelques minutes après le discours du président de la République, vous dites être heureux d'avoir un chef de l'État à l'écoute. Quel don de Dieu pour le Cameroun, un et indivisible. La porte du pardon reste grande ouverte et le dialogue est là. C'est un extrait de votre réaction sur votre compte Facebook après le discours du chef de l'État. Que signifient ces propos? Un président de la République à l'écoute, un don de Dieu pour le Cameroun, un et indivisible. Merci déjà de m'avoir invité. Et avant de répondre directement à votre question, je voudrais déjà peut-être pas corriger, mais replacer la vérité dans votre introduction parce que vous avez parlé de 3 années de guerre. Je ne sais vraiment pas si c'est 3 années de guerre. Est-ce que c'est une guérilla? Est-ce que c'est juste des terroristes? Mais il y a eu vraiment des combats assez difficiles au regard du nombre de morts. Les conséquences sont certainement les mêmes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous appuyez très fort que l'approbation est seulement du côté du RDPC dans votre introduction. Je n'irai pas jusqu'à dire comme certains que l'approbation est générale, mais je crois quand même que l'approbation est nettement au-delà du RDPC. Nous en parlerons dans cette émission, Monsieur le Ministre. On a vu d'autres pans de société au-delà du RDPC être très heureux de ce que le président de la République a dit. Et pourquoi cette réaction que j'ai eue? Je crois que vous connaissez très bien le dicton qui nous rappelle que tout pouvoir vient de Dieu. Je ne vais pas expliquer ça autrement, mais la grande chance que nous avons eue, c'est que après tant de difficultés, après tant d'années d'exercice, et là, c'est là qu'on retrouve vraiment la force de l'expérience. On a un président qui a su rester à l'écoute. Et je crois que s'il y a un mot qui est très souvent revenu depuis 3 ans, c'est certainement le mot dialogue. Mais évidemment, chacun l'a compris comme il voulait. Mais c'est le mot dialogue qui est revenu et à la fin, il nous dit, bon, nous allons dialoguer. Il a fallu 3 ans de crise pour que le président de la République finalement se décide à annoncer
ce dialogue national. Pourtant, d'autres acteurs politiques, acteurs de la société civile et même les amis du Cameroun, à savoir les États-Unis, la France, l'Union européenne et d'autres puissances internationales, ont appelé depuis près de 2 ans et demi à un dialogue national inclusif pour sortir de la crise. Vous avez suivi le cardinal Christian Toumi qui regrette que ce soit arrivé un peu tard. Il aurait aimé que ce discours soit tenu 2 ans plus tôt. Que répondez-vous à cela? Vous savez, si ce discours avait été tenu 2 ans plus tôt, vous aurez demandé, fallait-il 1 an pour en arriver là? S'il avait tenu 1 an plus tôt, vous auriez dit, fallait-il 2 ans? Il a tenu. Aujourd'hui, est-ce la bonne direction? C'est la question que je crois importante. But Mr. Minister, the question is, why did the president wait for people to die? Many people, you indicated earlier, hundreds of thousands to be displaced internally and externally, who are living in precarious conditions today, for the situation to deteriorate, hundreds of villages burnt down and so on, institutions and so on. For this, quand on entend votre question, c'est comme si vous voulez dire que il a attendu que tout cela se fasse. Non. Il n'est pas resté les bras croisés. Je ne veux pas reprendre son discours ici parce que tout le monde l'a entendu, ce discours. Mais il y a eu des actions que le gouvernement a menées sous son impulsion, sous ses instructions. Ces actions n'ont peut-être pas connu les résultats escomptés, mais toutes ces actions avaient un seul objectif, c'était d'arrêter ces souffrances, c'était d'arrêter ces meurtres qu'il y avait, c'était d'arrêter tout ce qui se passait qui n'était plus dans l'ordre normal de la marche de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui. Non, vu sur cet angle, il a fait ce qu'il pensait bon et ce que beaucoup de personnes pensaient bien. Mais vu sous cet angle, monsieur le ministre, on peut donc conclure que le dernier discours du chef de l'État, qui appelle au dialogue dès la fin de ce mois, consacre l'échec de toutes les mesures qui ont été prises par le chef de l'État depuis le début de cette crise. Non, on ne peut pas conclure cela du tout, parce que vous ne savez pas quelle aurait été l'ampleur des dégâts si ces actions n'avaient pas été menées, parce que ces actions ont été menées dans l'objectif d'éradiquer les dégâts, mais il a continué à avoir des dégâts. Parce que si les forces de l'ordre qui ont protégé les populations ne les avaient pas protégées, le mal aurait été certainement plus profond. Si certaines sociétés n'avaient pas été protégées, le mal aurait été plus profond. Mais là, vous parlez, par exemple, des forces de défense et de sécurité. Mais il y a un autre terrain, c'est la multiplication des institutions, ce que certains politologues appellent la gesticulation institutionnelle avec le régime RDPC. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de structures qui ont été créées, la commission DDR par exemple, il y a eu avant cela la commission nationale de promotion du bilinguisme. Il y a plusieurs structures qui ont été créées. Est-ce que vous avez le sentiment que ces structures-là, depuis qu'elles ont été mises en place, ont fondamentalement aidé à faire reculer, ou du moins ont contribué à la résolution de cette crise-là? Est-ce que ce n'est pas en constatant, peut-être pas l'inertie ou l'échec, mais l'inefficacité opérationnelle de ces structures que le chef d'État en vient maintenant au dialogue qui pour lui peut être décidément la bouée de sauvetage? Ça ne peut être ni l'inefficacité ni l'inertie. Pourquoi? Parce que ces structures répondent à un réel besoin. Comment expliquez-vous? Vous allez conclure, d'ailleurs, je vous vois déjà venir, vous conclurez que c'est l'échec. Comment pouvez-vous expliquer que le Cameroun, devenu un pays bilingue, 50 ans après, nous ne sommes pas encore tous bilingues? Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Nous devrions être tous bilingues, y compris des vieux comme moi. Je ne suis pas parfaitement bilingue. Je peux mener une conversation, je peux comprendre ce qu'on me dit en anglais, mais je ne parlerai pas couramment anglais. Donc, quelque part, il y a un réel besoin de revenir et de lancer véritablement la promotion du bilinguisme. Je vous donne
ce petit exemple pour l'une des commissions. Et lorsqu'on constate que des jeunes sont entrés dans la brousse, que les jeunes sont allés tuer, qu'ils ont été entraînés, qu'ils ont été drogués, mais on crée une structure qui va récupérer ces jeunes, les réinsérer dans... Ça répond, ces structures, il n'y a pas eu de multiplication de structures. Ces structures, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il les fallait parce qu'elles répondaient à des besoins, et des besoins, j'allais dire même fondamentaux, pour que notre pays continue son progrès. Mais sur les critiques qui ont été formulées justement à l'endroit de ces structures-là, si on prend le cas de la Commission nationale DDR, vous avez entendu pas mal d'analystes observer que c'était mettre la charrue avant les bœufs, qu'on aurait dû d'abord procéder à un cessez-le-feu avant de mettre en place cette commission pour opérer justement ces réformes-là. Est-ce que justement... Mais le cessez-le-feu est très facile à prononcer lorsqu'il y a deux camps qui s'affrontent. Aujourd'hui, vous pouvez me dire les deux camps qui s'affrontent clairement? There are gun battles between separatists and the military every day. Non. Je regrette, les séparatistes, comme vous les appelez, sont regroupés dans quel camp? Les forces de l'ordre sont un ensemble qui est là pour protéger la nation, pour protéger les populations, pour protéger les biens. Mais face à eux, on a des groupes ou des groupuscules qui terrorisent, qui font du terrorisme. Alors on les a appelés à un cessez-le-feu. On a appelé à un cessez-le-feu, à laisser tomber les armes et à se réinsérer. Vous ne pouvez pas nier que ça n'a pas été fait. Ça a été fait, ça a été refait. Des structures ont été... Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, malgré ces annonces du président de la République, la mise en place d'une commission de promotion du bilinguisme, l'instauration d'un comité de désarmement, démobilisation et intégration, pourquoi ces différentes structures n'ont pas permis d'apaiser les tensions dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, selon vous? Pour le moment, d'abord, je vais dire que il y a eu beaucoup de violence à un moment donné. Il y a eu une baisse de ces violences, on ne peut pas le nier non plus, mais il y a encore des violences. Donc, vous me demandez pourquoi ça ne baisse pas. Moi, je ne pourrais pas vous donner la raison dans ma position tant de partisan que dans ma position de ministre du Travail, mais je constate que ça n'a pas marché comme on souhaitait que ça marche. Donc, il faut aller à d'autres solutions. On ne les a pas encore toutes sur une table. On est en train d'avancer vers l'élaboration des bonnes solutions. Il est clair que la solution, d'abord, c'est le cessez-le-feu. Et pour qu'il y ait ce cessez-le-feu, le président a demandé aux gens de faire taire les armes, de rentrer dans la vie, de s'insérer. Des structures ont été créées pour ça. Des crédits ont été mis en place pour cela. Si ces gens ne sortent pas, s'ils ne laissent pas tomber les armes, ça va se poursuivre. Jusqu'à quand? On le saura peut-être mieux quand ce dialogue aura démarré, puisque ce dialogue est même ouvert aux groupes armés. Donc ils viendront peut-être dire pourquoi ils ne laissent pas tomber les armes. Mr. Minister, you said that... Ils viendront dire pourquoi on les a invités à laisser tomber les armes et ils ont continué. Ils vont être écoutés. Mais pour le moment, le président a tendu la main. Parce que il a des prérogatives présidentielles et je suis sûr que c'est sur cette base d'ailleurs qu'on peut parler de pardon, qu'on peut parler d'arrêt de procédure, qu'on peut parler de mesures de grâce. Mais si les gens restent en brousse, si c'est les forces de l'ordre qui vont les chercher, ils devront répondre devant la loi. Vous évoquez les conditions posées par le président de la République pour aller vers le dialogue. Vous êtes sans ignorer que plusieurs organisations internationales des droits de l'homme ont évoqué des cas d'abus, d'exactions perpétrées sur les populations civiles, à la fois par certains éléments des forces de défense et de sécurité et à la fois par les groupes séparatistes qui sont dans ces régions. Pour autant, le président de la République n'a pas fait mention de ces cas
dans son discours, ignorant, selon certains observateurs, la souffrance des populations qui sont prises entre deux feux dans le chaudron de la crise anglophone. Je crois que le président, d'abord, il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas tout trouver dans un discours. Et vous ne pouvez pas dire que le président a ignoré quelque souffrance que ce soit. Je crois qu'il a été très explicite, puisqu'il a abordé ce problème d'entrée de jeu de son discours. Il s'est adressé aux populations qui ont souffert, qui continuent même de souffrir. Donc il n'a pas ignoré cela. Il y a des préalables également qui sont évoqués par d'autres acteurs de la société civile et même certains groupes séparatistes. C'est la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Le chef de l'État l'a évoqué dans son discours, revenant sur l'arrêt de poursuite prononcé en faveur d'environ 289 personnes. Pour autant, on estime à plusieurs centaines d'autres détenus de la crise anglophone qui n'ont pas encore bénéficié d'une telle largesse. Plusieurs centaines, il y en a combien? Selon les estimations de la société civile. Je sais que c'est vous qui posez les questions ici, mais dites-nous combien de personnes sont détenues aujourd'hui. À votre avis? Est-ce que c'est ça la préoccupation sur le chiffre? Mais non, c'est vous qui avez apporté les chiffres. À votre avis, alors allons sur les chiffres, monsieur le ministre. Il n'y a aucun prisonnier politique. Il n'y a aucun prisonnier politique. Je précise qu'il s'agit des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Selon les organisations internationales des droits de l'homme, ces personnes sont plusieurs centaines dans les prisons à Yaoundé, à Buea, également à Bamenda, et elles souhaitent également que celles-là bénéficient des arrêts des poursuites judiciaires comme condition préalable au dialogue. Pensez-vous que c'est une condition à laquelle il faut accéder? Je ne vais citer aucune organisation des droits de l'homme, mais celles qui font tout sauf les droits de l'homme sont celles qui sont en ce moment en train de faire le plus de bruit. Alors, nous allons au dialogue, nous allons mettre les cartes à nu, ils vont nous apporter les éléments d'appréciation. Votre position, monsieur le ministre... Vous comprenez, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Quelles que soient les guerres à travers le monde, à la fin, on finit par se mettre à table et on signe un traité. Alors, quand vous parlez de traité, ça veut dire qu'on est dans la logique de ce dialogue-là. Est-ce que pour vous, c'est un préalable important, la libération de tous ces détenus interpellés dans le cadre, par exemple, de cette crise anglophone? Est-ce que pour vous, ça peut permettre de décrisper l'atmosphère et de permettre à ces acteurs d'aller sereinement à la table de discussion? L'objectif aujourd'hui, à mon humble avis, l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire plaisir à X organisation ou à Y personnalité. L'objectif aujourd'hui, c'est que le Cameroun retrouve la paix. C'est ça l'objectif. Mais tout le monde est d'accord. Les gens qui sont arrêtés, ce n'est pas seulement des gens qui ont été arrêtés pour le plaisir d'être arrêtés. Je crois qu'il est bon que la justice, parce que sans la justice, la démocratie même dont on se réclame, les droits de l'homme dont on se réclame et tout, l'objectif n'est pas de la décrispation. Au passage, on va décrisper et puis, non. Si les gens ont été arrêtés, ils répondent de leurs actes. Mais il ne faut pas chercher absolument, parce que l'objectif aujourd'hui que beaucoup poursuivent, et les hommes de presse et les femmes de presse qu'on entend, comme vous, devant moi, sont en train de pousser à nous faire croire qu'il faut décrisper. Mais pourquoi il faut décrisper? Pour permettre aux acteurs d'aller sereinement à ce dialogue-là. Ils vous ont dit qu'il manquait de sérénité. Avec tout ce qu'ils font étant incarcérés, il manque de sérénité. Il y en a qui écrivent dans la presse. Il y en a qui écrivent des livres. Il y en a qui parlent dans des radios. Il y en a qui... Et vous lisez tout ça. C'est pas des affaires de quelqu'un qui est crispé. Mais monsieur le ministre, lorsque vous regardez à travers le monde, toutes les concertations de ce genre, tous les dialogues de ce genre, toutes les assises qui ont été menées dans ce sens-là, on observe que très souvent... Pas tous. Bon, peut-être que vous avez des exemples qui sont des contre-exemples, mais les exemples que nous avons
indiquent que très souvent, pour justement permettre, racinérer les acteurs, il y a des mesures qui sont prises, qui sont parfois des mesures d'amnistie générale. Pourquoi vous voulez mélanger ce qui s'est passé depuis 3 ans dans le cadre de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec ce qui vient de se passer il y a 3 mois, 6 mois ou 8 mois avec d'autres crises politiques, des gens qui se proclament... Non, on est sur la crise, on est sur la crise au Nord-Ouest. Vous ne devez pas mélanger. Non, mélange pas, on parle de la crise du Nord-Ouest. On parle de la crise du Nord-Ouest. Alors, on vous dit, on a libéré arrêt de poursuite pour près de 300 personnes. Combien de cette crise sont encore arrêtés? Combien? Celui qui était présenté... Combien? J'aimerais bien... Non, celui qui était présenté comme le leader de l'Amazonie, Sissi Kouayou Tabé, pour ne pas le nommer, est détenu en ce moment. Il vient d'être jugé et condamné à perpétuité. Pourquoi? La question, justement... Non, mais pourquoi? La question... Est-ce qu'il faut... le président l'a très bien expliqué dans son discours. On ne va pas se cacher derrière le fait que les gens vont crier très fort parce qu'ils sont organisation des droits de l'homme, parce qu'ils sont pour les libertés. On va faire n'importe quoi et puis quand les gens vont se libérer au nom du dialogue, on va les libérer et puis ils vont continuer. Qu'est-ce qu'on veut construire? On veut construire une démocratie, un monde de liberté ou un monde de violence et de dictature? Mais, monsieur le ministre, en 91, il y a un exemple qui revient très souvent. C'est l'exemple de la conférence tripartite qui s'est tenue en novembre 1991. On a bien vu qu'avant la tenue de cette tripartite-là, il y a une mesure d'amnistie générale en faveur des prisonniers politiques qui a été décidée par une loi promulguée par le chef d'État. Il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais c'est vous quoi? Non, mais la loi d'amnistie, mais monsieur le ministre, la loi d'amnistie de 91, d'avril 91, parle bien des détenus politiques. La loi de 91 l'indique clairement. Est-ce que le chef de l'État peut réitérer, peut prendre à nouveau cette décision en faveur de ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone? Vous connaissez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, les termes des lois. Vous connaissez aussi bien que moi, les pouvoirs du chef de l'État. Donc vous avez la réponse à votre question. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Et il en a parlé dans son discours. Monsieur le secrétaire général. Et vous rejoignez par où vous avez favorable. Vous rejoignez par où vous avez commencé. La première question que vous m'avez posée, j'ai abordé le premier point. Je dis, la porte du pardon est grande ouverte. Mais pour qu'on pardonne, est-ce que les gens se sont mis en position d'être pardonnés? Je ne vous pose pas de questions ici, c'est vous qui me posez des questions. Mais je pose quand même la question aux téléspectateurs qui me regardent. Est-ce que les gens qui veulent être pardonnés se sont mis en position d'être pardonnés? Mr. Minister, there are some observers who think that for this problem to be solved, the truth has to be spoken. And there are some observers who think that government authorities are either speaking the half-truths or are not speaking the truth at all. Earlier you said that the situation is gradually returning to normalcy, just as the president said in his speech, just as we have been hearing other government authorities saying, even those who are in those two regions. But that is contrary to information that is coming to us from the ground. Contrary to information that is coming to us from the ground, that is coming to us from non-governmental organizations and even international non-governmental organizations. Je crois que le président a fait un très beau tableau de tout ce que ces organisations qui se réclament de tout ce que vous dites ont dit. Je crois que la vérité a besoin d'être mise sur la table. Et on a là l'occasion de mettre la vérité sur la table. Alors, vous voyez, il y en a qui ont commencé dès le lendemain à torpiller l'occasion qui nous est donnée à nous tous de mettre la vérité. Moi, je suis convaincu que le Cameroun a évolué. Le Cameroun a encore besoin d'aller plus loin que nous ne sommes aujourd'hui. Et nous avons là une étape de ce dialogue où le Cameroun pourra encore faire des grandes avancées. Mais si les gens continue de ne pas dire la vérité, comme vous l'évoquez vous-même, la vérité, on n'avancera pas. The CPP thinks that the speech of the President of the Republic was inaccurate, deceptive and insultive
an insult to Cameroonians, lacking truth, refusing the Anglophone crisis, saying that the Prime Minister, saying that the Prime Ministers, the fact that Prime Ministers are appointed from the two Anglophone regions means there's no marginalization. These are elements that are contained in a statement by the Cameroon People's Party. Vous savez, les partis politiques, s'ils ne disent pas ça, ils ne se sentent plus, ils ne jouent plus leur rôle, ils ne vont jamais dire, ils savent que le RDPC soutient ce que Paul Biya a dit, et si eux soutiennent ça, on va dire qu'ils sont assujettis au RDPC. According to you, Mr. Minister, the appointment of prime ministers from the two Anglophone regions of the country, does that mean there's no marginalization? Qu'est-ce que c'est que la marginalisation? Vous voulez que le président ne soit plus président et qu'il mette... Parce que dans l'exécutif, c'est quand même le deuxième poste le plus important. Il y a le président de la République, il y a le Premier ministre. But he is the fourth personality. The President of the Constitutional Council, the President of the Senate, the President of the National Assembly, before the Prime Minister. Non. L'exécutif, je vous parle de l'exécutif, je ne vous parle pas des autres pouvoirs. Et vous pensez que, voilà, je crois que vous touchez là le vrai problème. Peut-être que marginaliser pour vous signifie qu'ils ne peuvent pas pour le moment accéder au poste de président. Mais il y a un président en poste, il n'y a qu'un seul fauteuil. Donc, le jour où un candidat se présentera, ce n'est pas l'anglophonie ou la francophonie qui décidera. But saying that there's no marginalization has been interpreted like refusing the Anglophone problem. Non. Ce n'est pas du tout la marginalisation, ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème concernant les anglophones de ce Cameroun, ni les francophones de ce Cameroun. Il y a des problèmes. C'est de ces problèmes qu'on veut parler. On va les mettre sur la table, on va parler, on va discuter. Donc, je crois que parler de marginalisation n'est pas juste. Ce n'est pas juste. But that's synonymous to refusing the Anglophone problem, because the problem is mainly marginalization that provoked all what we are seeing today. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si vous arrivez à convaincre que ça, c'est un problème de marginalisation? Nous nous mettons à table et nous disons, bon, quelle est la solution? Et nous trouvons la solution et on la met en marche. Comme ça, les anglophones ne seront plus marginalisés. Le chef de l'État... On ne peut pas faire mieux que ça. Le président de la République s'est présenté comme un chef d'État qui met en place une politique d'équilibre régional, estimant dans son discours que tous les Camerounais ne peuvent pas accéder à tous les postes de responsabilité. Il n'y en a pas assez pour toutes les régions du Cameroun. Mais néanmoins, un ministre de la République n'est pas là seulement pour servir son village, mais il est là pour servir la communauté nationale. Mais de nombreux Camerounais estiment qu'au quotidien, c'est une autre réalité qui est vécue à travers un équilibre régional qui semble plus discriminer certains Camerounais plus compétents que d'autres, mais qui n'ont pas la chance d'accéder à certaines responsabilités du fait des choix qui sont opérés en fonction des régions. Comment réagissez-vous à ces critiques sur l'équilibre régional tel que pratiqué par le gouvernement Paul Biya? Non, vous ne pouvez pas dire que l'équilibre régional tel que pratiqué. Vous n'allez pas demander au chef de l'État d'inventer des Camerounais. S'il nomme un Camerounais, il lui dit, vous êtes là pour servir le Cameroun. Et si ce Cameroun, de lendemain, s'en va seulement servir sa région, vous n'allez pas lui demander de fabriquer des Camerounais. Il leur nomme, il définit la politique et il leur dit ce qu'ils doivent faire. Et vous avez vu, lui-même, il choisit les Camerounais de tout le Cameroun pour servir. Mais les uns servent bien, d'autres servent moins bien. Mais le pays doit avancer. Et les Camerounais eux-mêmes, nous tous, dans notre ensemble, nous devons nous remettre en question. Nous sommes face là à un point que nous avons atteint face à une épreuve commune. Parce que le problème du nord-ouest et du sud-ouest qui se pose est une épreuve commune à tous les Camerounais. Nous devons nous demander
avons-nous bien agi? Si nous n'avons pas bien agi, nous devons emprunter des nouvelles façons de faire. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous devons saisir cette opportunité qui s'offre à nous. Mais la critique qui est faite, c'est celle d'un gouvernement qui refuse de reconnaître sa responsabilité dans l'échec des politiques publiques mises en place depuis une trentaine d'années pour améliorer le quotidien des populations, notamment celles des régions du Nord-Ouest. Alors, une fois que le gouvernement aura dit « oui, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis coupable », qu'est-ce qu'on fait? Bon, je voudrais vous rappeler que ça passe par les urnes. Lorsqu'on aura reconnu que le gouvernement de M. Paul Biya n'a pas fait ce qu'il devait faire, les Camerounais vont le sanctionner. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est le peuple qui donne à un président de la République, à un gouvernement, toute sa légitimité. Et une fois que le peuple a choisi le président de la République, il faut avoir l'honnêteté de le laisser Est-ce que quand vous le exercer ses prérogatives. Monsieur le ministre, il choisit ses hommes. Si ces hommes ne font pas ce que la politique qu'il veut faire, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et il a souvent fait. Il a souvent changé, il a souvent sanctionné, mais il sait aussi que quoi qu'on dise, 50 ans dans la vie d'une nation, 60 ans maintenant d'indépendance, nous sommes encore une jeune nation. On ne fabrique pas les hommes du jour au lendemain, on n'acquiert pas une culture de démocratie. Il y en a qui ont fait des siècles, vous savez ça mieux que moi, qui ont passé des siècles, mais nous avons l'avantage de pouvoir bénéficier de l'histoire des autres peuples, qui doit donc nous permettre d'aller un peu plus vite. Il y a des pays africains qui ont connu des guerres, pires que celle de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, et qui sont aujourd'hui classés parmi les économies les mieux avancées en Afrique. Et pourtant, le Cameroun est à la traîne. Mais ces pays-là ne sont pas peuplés de Camerounais. Ils sont peuplés des citoyens de ces pays. Posez cette question aux Camerounais. Pourquoi, quand on vous dit de travailler pour votre pays, vous travaillez pour votre village seulement? Oui, mais je reviens à votre question. Et la réponse qu'il donne très souvent, c'est que le système gouvernant en place ne met pas en place des opportunités. Mais voilà le président qui vient d'être réélu. Voilà qu'il a encore explicité ce qu'il fait. Et c'est ce qui est. C'est ce qui est. Est-ce que quand ces pays que vous voulez évoquer, ils ont des citoyens de ces pays. Mais nous, on a des citoyens camerounais. Alors, est-ce que les citoyens camerounais voient ce qui se passe ailleurs? Est-ce que le ministre du gouvernement de la République également observe ce que d'autres membres du gouvernement dans d'autres pays font pour faire avancer leur pays? Je crois qu'ils observent. Je ne suis pas Premier ministre pour répondre à cette question. Mais les réformes que les Camerounais attendent pour voir le quotidien s'améliorer sont loin d'être implémentées. Je ne pense pas. Je crois que nous devons, moi je vous ai dit ce que je pense, moi je vous donne là mes convictions. Chaque Camerounais aujourd'hui doit se remettre en question là où il se trouve. Est-ce que cette guerre, là où il se trouve, cette guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que les Camerounais n'avaient pas vu venir, du moins le gouvernement, au départ des revendications qui avaient été posées, est-ce que cette guerre n'illustre pas la gouvernance qui est remise en cause par ces populations, par ces groupes armés, ou qui sont essentiellement des Camerounais qui souhaitent voir le quotidien s'améliorer, qui déplorent le fait qu'il y a un hypercentralisme en vigueur dans le système de gouvernance actuel? Non, vous mettez tout, vous mélangez trop de choses. Je vais vous dire d'abord, cette guerre pour moi, mon analyse personnelle, je ne sais pas encore comment elle sera analysée, puisque c'est le mot guerre qui vous plaît, on va appeler ça la guerre. Pour moi, est l'illustration même du double, parfois triple langage des Camerounais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce triple langage? Parce que nous ne disons pas toujours ce que nous pensons. Quand vous dites oui, on se demande s'il n'y a pas un non à côté.
Mais on a rappelé, le président l'a rappelé, comment ça a commencé. On a mis devant des revendications corporatrices, mais en fait, derrière, il y avait autre chose. Mais ça dure depuis longtemps. Quand vous découvrez qu'il y a des gens qui, paraît-il même, ont vendu le pétrole du Cameroun parce qu'ils sont allés dans des villages montrer à certains habitants que mais si nous sommes un pays à part, nous allons vendre notre pétrole, voilà comment seront les autoroutes, avec des beaux schémas de dimension 3D, des trucs. Vous avez des gens qui ont mis ça dans la tête, mais on ne le saura que des années plus tard. On ne le saura que des années plus tard. Ce ne sont pas... Les élites ont fait un travail qui n'a pas dit son nom. On a balancé des revendications corporatrices, mais les vraies revendications étaient ailleurs. Vous avez vu l'accent qu'il met sur... Vous avez vu l'accent qu'il met sur la stigmatisation et l'insistance qu'il y a là-dessus. Mais monsieur le ministre, sur ces questions-là, justement, il y a une autre lecture. Les gens estiment que s'il y a eu des dérives, s'il y a eu une exagération, une aggravation de la situation, c'est justement parce que le dialogue qui devait être ouvert au moment où ces revendications étaient portées par les syndicats des enseignants ou encore par l'ordre des avocats, en tout cas par les avocats anglophones, c'est parce que justement au moment où il fallait ouvrir ce dialogue, le dialogue n'a pas été ouvert. Par contre, on a interpellé ceux qui menaient ou qui conduisaient ces revendications-là et on les a jetés en prison. Et c'est justement parce qu'on les a jetés en prison qu'on a fermé le dialogue et la situation s'est aggravée. Il y a une autre lecture. Bon, vous savez, ça c'est une autre lecture, je vous l'accorde, je ne suis pas d'accord avec cette lecture, mais je ne voudrais pas qu'on aille refaire au moment où nous apprêtons à faire un véritable bond en avant, je ne voudrais pas qu'on aille refaire le procès. Alors parlons justement de ce bond. Parlons justement de ce bond en avant. Peut-être on va reculer un tout petit peu. Quand le président de la République, dans l'un de ses tweets, a parlé du grand pardon, pour vous, quel est le grand pardon ou du pardon? Ou du pardon, enfin, du pardon. Il faut préciser, il a parlé d'un pardon mutuel entre tous les Camerounais. Quel est le contenu que vous pouvez donner à ce mot pardon, en prélude par exemple à ce dialogue national qui s'offre? Pour moi, c'est un pardon très simple. Si vous voulez, je peux même entrer dans des détails. Ça veut dire que si des gens ont commis des fautes parce qu'ils se sont retrouvés dans un état de colère ou dans un état second et qu'ils demandent pardon, il n'y aura pas de raison qu'on ne leur pardonne pas. Hein, parce que ils se sont retrouvés dans des conditions... lorsque, par exemple, un avocat doit aller voir un client, on lui demande une lettre de constitution qui n'est prévue dans aucun texte. Il peut dire n'importe quoi en agent et puis ça l'amène à subir. Mais si ce monsieur reconnaît que oui, bon, j'ai fait quelque chose, on va lui pardonner. Voilà comment je comprends le pardon. C'est-à-dire que il y a la faute, mais après la faute, il y a l'attitude qu'on adopte après la faute. La pénitence. Voilà. Mr. Minister, c'est peut-être ma culture chrétienne que j'ai reçue, mais on demande pardon au bon Dieu si vous voulez qu'il vous pardonne. C'est ce que moi je sais. Mr. Minister, we are talking about forgiveness. On ne peut pas continuer à faire la faute. On ne peut pas continuer à se vanter d'avoir fait la faute. On ne peut pas continuer à se préparer à faire la faute et demander à l'autre, pardonnez-lui. Comme ça, il ne fera plus la faute. Non. Mr. President, Mr. Minister, the President of the Republic is talking about forgiveness, and at a time when we are moving towards a crucial event like this one in the history of Cameroon, and at a time when there have been widespread condemnation from within and without Cameroon, talking about the implementation of military force on the ground, which is said to have aggravated this problem from the day military officers flocked lawyers on the street and in Boya and so on and so forth. The President of the Republic said in his speech that those who will remain with guns in the bushes, they will face the military.
That's an indication of continuous implementation of military crackdown at the time we are going towards an event like this. What do you think about that? Qu'est-ce que je pense de ça? Je crois que les problèmes sont très simples. Nous ne pouvons pas passer le temps à dire, c'est quand on était enfant, je me rappelle encore, c'est lui qui m'a provoqué, c'est lui qui m'a provoqué. Lui aussi dit, c'est lui qui m'a provoqué. Non, je crois que les choses sont claires. L'État doit rester l'État et l'État doit être fort. Vous ne pouvez pas demander à un État de laisser un pan du pays sans la protection nécessaire. Parce que vous serez encore les premiers à dire comment avez-vous fait pour enlever les militaires, la police, les forces de maintien de l'ordre dans ce territoire. C'est pas possible. Les militaires ne viennent pas pour attaquer. Les militaires viennent pour protéger. Et les hommes et les biens. The very soldiers Si des soldats ont fait des erreurs, ils ont été sanctionnés. Vous savez ça, qu'il y a eu des erreurs, parfois. Mais à ce moment-là, ils ont été aussi sanctionnés. Et s'ils en font encore, ils le seront. Mais on ne peut pas dire, quand on parle de cesser le feu, les militaires ne vont pas déserter tout un territoire. Ça, c'est jeter à la vintique, c'est démissionner. Monsieur le ministre, sur cette question, justement, il y a une attitude du président de la Commission de l'Union africaine au sujet de cette crise anglophone qui observe qu'il y a eu des violences d'une part comme de l'autre, faisant allusion à la fois aux forces de défense et de sécurité et les groupes armés sécessionnistes qui pullulent dans cette région nord-ouest et du sud-ouest, comme pour reconnaître qu'effectivement les violences viennent des deux côtés. Et toujours dans ce sillage-là, il y a la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui, dans l'un de ses rapports, a suggéré qu'il y ait une démilitarisation de la zone. C'est-à-dire que les militaires, que les forces de défense et de sécurité sortent de cette zone-là pour donner une chance au dialogue et à la paix. Est-ce que vous êtes en train de conclure que cette Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, mise en place, je dis qu'il y a une institution bien connue, mise en place par le chef de l'État, s'est trompée de mécanisme? Je n'ai pas lu ce rapport. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je dis clairement... Attendez, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Je ne l'ai pas lu. Mais je dis un État sérieux, et je crois que le Cameroun doit avancer comme un État sérieux qui a une armée normalement constituée. Nous avons une des meilleures armées en Afrique aujourd'hui. Ne peut pas dire j'enlève les forces de l'ordre, j'enlève les militaires de toute une région. No, they should go back to the barracks. Not that they should leave the regions. They should go back to the barracks and use their guns against foreign invasion. Mais ils sont là pour faire quoi? Ils protègent les gens que les autres viennent attaquer. Et on doit protéger ces populations. Alors, dans ce contexte, Monsieur le ministre, quels sont les enjeux de ce dialogue national qui est prévu à la fin du mois de septembre 2019, annoncé par le président de la République? Les enjeux de ce dialogue, pour moi, le plus gros enjeu, c'est la paix. C'est ça. C'est de retrouver la sérénité et la paix. Comment le voyez-vous, ce dialogue-là? Quelle forme pourrait-il prendre pour que le process permette au bout du compte d'obtenir cette paix? Donc, bon, je souhaite que vous ne me fassiez pas faire de la politique fiction, parce que je ne la ferai pas. Le chef de l'État est venu dire aux Camerounais le schéma qu'il a demandé au Premier ministre de faire. Je pense qu'en ce moment, s'il a certainement donné des instructions complémentaires au Premier ministre, qui doit être en train de travailler pour avoir le schéma définitif, pour avoir la stratégie définitive à adopter, encore qu'il en a tracé une bonne partie, le chef de l'État lui-même, au Camerounais.
Donc on n'est plus là pour faire de la politique fiction. On est là face à des enjeux et à des choses qui doivent se faire. Il est même allé loin, il a donné une date. Il a dit avant la fin, à la fin de ce mois, du mois de septembre. En fait, quand je posais la question, monsieur le ministre, c'est qu'en réalité, le Cameroun n'invente pas le dialogue national. On sait que... Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on arrive... D'abord, j'ai constaté depuis quelques jours, il y en a qui vont dans tous les sens. Ils vont déjà réclamer la conférence nationale. Oui. Vous allez nous dire... Vous leur refusez ce droit de pouvoir poser un sujet... Ils ont le droit. Ils ont tous les droits. Mais nous avons bien accueilli ce que le président a proposé. Il ne faut pas qu'on nous en écarte. Le chef d'État doit-il être le seul à pouvoir définir les angles, les contours de ce dialogue et les sujets qui doivent être abordés? Je ne pense pas qu'il doit être le seul à dicter tout ce qu'il veut. Parce que c'est à ça que vous voulez. C'est la dictature qui vous tourne dans l'esprit. Moi, je lis dans votre esprit. Je ne suis pas devin, mais M. Noufélé, je pense qu'il y a eu un schéma de bien tracé, bien clair. Maintenant, s'il y a des sujets que les gens veulent proposer, ils sont parfaitement libres de les proposer. Exemple, la question de la forme de l'État. La forme de l'État. Vous avez bien lu le discours du chef de l'État. He talked about decentralization, but there have been calls for a return to federalism. There have been calls for a return to... Puisque vous dites que s'il y a des sujets que les gens voudraient bien... Mais s'il y a des sujets que les gens veulent proposer, ils vont les proposer. Parce que la question de la forme de l'État revient... C'est les plénipotentiaires qui vont décider de ce sur quoi on va discuter. Mr. Minister, what will you tell those who think that this dialogue coming at this point in time prior to the meeting of the United Nations General Assembly is intended to satisfy the international community and not to solve the problems of Cameroon? C'est une très belle accusation que vous faites au chef de l'État, à son gouvernement et aux autres Camerounais qui pensent comme le chef de l'État. Non, le chef de l'État vous fait d'abord remarquer que ce problème doit être réglé par les Camerounais au Cameroun. On n'est pas là pour faire plaisir. Parce que vous savez, quand moi je dors affamé, si un soir, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas au courant, hein, c'est pas son problème. But there have been mounting pressure on President Paul Biya and his government. Mais les Nations Unies viennent de déclarer que le Cameroun est éligible à un fonds pour la paix afin de bénéficier de plusieurs milliards de francs. Mais c'est normal avec tous les dégâts qu'il y a eu. C'est normal. Il y a eu beaucoup de dégâts. De ce fait, ils peuvent avoir un droit de regard, une volonté d'accompagner le Cameroun de toute dans façon, l'initiative. Les relations que le Cameroun a avec ses institutions, les institutions sérieuses comme les Nations Unies, c'est pas parce que je dis que quand je dors affamé, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais je veux dire que ce n'est pas pour leur faire plaisir que nous arrangeons notre pays. Nous arrangeons notre pays parce que nous voulons nous sentir bien dans notre pays. Nous l'arrangeons d'abord pour nous-mêmes, pas pour eux. C'est pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est pas pour le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas pour le président de l'Union africaine. C'est d'abord pour les Camerounais que nous travaillons. Alors, vous avez dit que le président de la République a donné quelques indications, le Premier ministre sera le chef d'orchestre, et que, bon, vous ne voulez pas faire de la science-fiction, mais tout au moins... La politique fiction. La politique fiction, oui. Mais, in situ personnel, monsieur le ministre, quel est, de votre point de vue, le schéma qui pourrait être le meilleur pour que ce dialogue national aboutisse à la paix, à la résolution définitive de la crise et à la résolution d'autres questions importantes d'intérêt national? Bon, moi, je crois d'abord qu'il faut que les Camerounais s'expriment. Il faut que les Camerounais s'expriment. Et ça correspond tout à fait à ce que le président propose. Pour ceux de la diaspora, les délégations iront les voir. Pour ceux qui sont sur place, ils ont des organisations, ils doivent s'exprimer. Les leaders de ces organisations, leurs représentants, je ne sais pas quel va être le schéma qui va tenir certainement dans une salle. Je crois qu'ils n'iront pas faire ça dans un stade de football.
quel est le Au risque de meilleur format. transformer ça en conférence nationale souveraine. Non, c'est pas un risque. Ça ne risque pas d'être une conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que le président dit nous allons dialoguer dans le cadre de notre constitution. C'est très clair. Ça ne va pas être. S'il y a des résolutions qui nécessitent d'être transformées en loi, elles seront transformées et envoyées au Parlement. S'il y a des résolutions de ce dialogue qui nécessitent de passer par des décrets, parce que les lois existent déjà, ils iront chez le Premier ministre ou chez le Président de la République. Donc je crois que les choses sont bien claires. Il est bon qu'elles restent claires, mais qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. S'il y a eu tout ça, c'est parce qu'il y a des problèmes. Mais qu'on ne soit pas en train de dire, vous, les francophones, vous stigmatisez les anglophones. Non. Et si on les stigmatise, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je parlais de schéma, monsieur le ministre, je posais la question pour voir est-ce que en mettant ça sous la forme, par exemple, de la tripartite 91, ça satisferait, ce serait satisfaisant pour vous? Je veux dire, est-ce que ce serait une bonne formule? Non, la tripartite était tripartite. Il y avait le gouvernement, il y avait la société civile. Et l'opposition? Non. Il y avait les partis politiques. Et dans chacun de ces cadres, chacun se reconnaissait. Dans les partis politiques, il y avait ceux de la majorité présidentielle, généralement les modérés. Il y avait le RDPC. Il y avait l'opposition au sein du directoire. Il y avait le gouvernement présidé par le Premier ministre de l'époque. Donc, on ne peut pas appeler ça tripartite. Et d'ailleurs, le vocable tripartite, j'ai jeté un coup d'œil un peu dans la presse. Il y en a qui commencent déjà à dire qu'il ne faut pas qu'on nous fasse comme à la tripartite, où des résolutions ont été prises et n'ont pas été appliquées et tout. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se rappelle qu'il y a eu des problèmes. Nos frères ont des raisons d'être frustrés. Qu'ils nous disent ces raisons. Moi, je ne veux pas évoquer ici, parce que je connais des raisons, et c'est pour ça qu'à l'époque, quand j'ai eu à être interrogé, j'ai dit il y a des problèmes. Je connais certaines frustrations, j'ai beaucoup d'amis dans ces deux parties du pays, il y a des frustrations qu'ils disent, et il y a des solutions. On examine quelles sont les solutions à faire. Mr. Minister, you said Cameroonians have to speak, and the President of the Republic said he wants to a dialogue with all the sons and daughters of Cameroon, an inclusive dialogue. But at the same time, At the same time, Mr. Minister, there are some Cameroonians, Anglophone Cameroonians, who ought to speak, but they can't speak. They are in jail. There are some of them who are out of the country, and they are said to be masterminding the happenings in the northwest and the southwest regions of the country. And the president said they will be punished, those ones who cannot speak. And this is why Metraliscom, for example, thinks that the president is discriminatory. He's already discriminating against some persons who may not be given the chance to speak. Non, and so, je ne suis pas d'accord. Those who are in jail should be released. Those who are out of the country should be brought back. These are some of the opinions that have been there. Je vais vous dire. Aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est de notre pays qu'on parle. Ce ne sont pas des individus. Tous ceux qui sont en prison, qui sont des leaders, ont des organisations. Il ne faut pas mélanger tout ça. Donc, les idées qu'ils ont, les mécontentements qu'ils veulent mettre sur la table, seront sur la table. Ceux de l'étranger que vous évoquez, s'ils veulent venir, ils peuvent être invités. Mais êtes-vous sûr seulement que tous ceux-là sont encore Camerounais?
C'est pas moi qui pose des questions ici, mais je voudrais vous dire que beaucoup de ceux qui font For the case beaucoup of de Sisiko bruit, and the others, for attendez, example, the court maintained that they are Cameroonians, even though they said they are Ambazonians. beaucoup de ceux qui parlent fort aujourd'hui à l'étranger, qui font des levées de fonds pour financer le terrorisme, ils n'ont même plus la nationalité camerounaise. Ils ne peuvent pas prétendre à une autre nationalité ambazonienne. C'est un pays virtuel qui n'existe pas. Pourtant, il reste camerounais. La majorité de la diaspora camerounaise a acquis la nationalité dans les pays où ils sont installés pour des raisons économiques. Vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre. Ils ont plusieurs fois appelé le président de la République à revoir les lois en vigueur pour leur permettre d'avoir la double nationalité. Non seulement. Pour autant, ils sont invités. Non seulement ils ont appelé le président à revoir pour qu'on reconnaisse la double nationalité, mais le président a été à leur écoute. Et il a même demandé que ce dossier soit pris à cœur et étudié. Donc le président est resté à l'écoute pour ce problème de double nationalité. Mais ceux-là, de bonne foi, ne sont pas allés faire des levées de fonds, ne sont pas allés chercher des armes pour venir détruire le Cameroun. Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Mais monsieur le ministre, je regrette. Monsieur le ministre, mais c'est comme ça. Nous ne pouvons pas nier les réalités. Si nous nions la vérité, nous n'arriverons pas à de bons résultats. Sur cette question, justement... Il ne faut pas qu'on se cache. Ce n'est plus de la fiction, là. Nous sommes rendus à un niveau où il faut que le pays avance normalement, puisque nous avons reconnu, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Alors, mettons les choses à plat et redémarrons. Alors, mais on ne peut pas continuer à vouloir faire comme ça. Va jouer dans ce dialogue au moment où le chef de l'État l'a plusieurs fois cité dans son discours. Il n'y a pas un rôle propre à la diaspora. Habitant au Cameroun, vivant au Cameroun ou vivant à l'étranger, nous serons tous Camerounais et nous allons discuter pour que le Cameroun soit debout. Quand je dis nous, je veux dire les Camerounais qui seront là. Je ne sais pas quels sont les Camerounais qui seront invités. Je ne suis pas sûr que j'en ferai partie. Mais je dis tous les Camerounais qui seront invités. Ils doivent discuter dans le sens d'un Cameroun qui avance normalement. The president said that the propaganda by separatists gave the impression that the fact that some of the detainees of the Anglophone crisis, Sisiko, Ayub Tabe and the others, were slammed in life jail sentence is going to be a major stumbling block to that dialogue. But the president said it cannot be the case. But do you really think that the presence of these people in prison is not going to be a stumbling block? It's not going to be a factor that can be a hindrance to this dialogue? Mais il faut qu'ils viennent parler. And that is why it's something that they should be set free so that they can come to the dialogue table. Non, tout le monde n'est pas obligé d'être là. Moi, mes idées que j'ai là, je suis en train de vous donner certaines de mes idées là maintenant. Je ne suis pas invité demain, je les donne à quelqu'un d'autre qui me représente. Mais, monsieur le ministre, vous savez et le Cameroun va avancer sans que je sois présent. Mais vous savez très bien, monsieur le ministre, que la qualité des travaux dépend également des préalables. Et parmi ces préalables, il y a bien évidemment le casting, la qualité des hommes qui interviennent et la légitimité. Le président de la République l'a dit dans son discours. Je vois que vous revenez sur la libération. Moi, je vous ai déjà répondu. Non, je suis plus sur la libération. Je vais vous répéter que... Je ne suis pas sur la libération. La question que je pose... que celui qui veut être libéré se comporte comme celui qui veut être libéré. Non, la question que je voulais poser, c'était un rapport avec la diaspora. Je crois que si je conclus comme ça, ceux qui veulent être libérés doivent se comporter comme s'ils veulent être libérés. Non, ma question, ce n'est pas sur la libération. La question, c'est sur la diaspora. Non, mais parce que vous dites qu'ils sont absents. Non, je pose la question parce que vous savez, j'indiquais tout à l'heure que le dialogue national n'est pas une invention camerounaise. On sait que l'année dernière, en Guinée équatoriale, par exemple, il y a eu un dialogue national qui a été organisé par le président Théodoro. Et on sait qu'il y a un problème qui s'est posé, c'était au niveau de la représentation, justement, de cette diaspora. Il y avait beaucoup d'Équato-Guinéens qui étaient à l'extérieur du pays et qui demandaient des garanties de sécurité pour venir participer à ce dialogue-là, des garanties qu'ils n'ont pas obtenues et au finish,
ils ne sont pas arrivés, ce qui, pour beaucoup d'observateurs, a donc... Vous pouvez nous parler de ces garanties qu'ils demandaient? La garantie de sécurité. C'est-à-dire être sûr qu'ils arrivent, la sécurité est garantie et qu'ils vont Comment repartir on peut sans être sûr? Dites-moi, comment on peut être sûr? Vous allez dans votre pays, aujourd'hui au Cameroun, comment vous pouvez être sûr qu'on ne va pas vous arrêter? Parce qu'il y a justement des gens... On arrête des gens de façon arbitraire ici? Ah, j'en sais rien. Mais les avocats l'ont dénoncé. Vous faites des sous-entendus. Vous faites des sous-entendus malsains. Non, puisque le président de la République lui-même a indiqué qu'il y a des gens qui, de l'extérieur, commanditent, organisent un certain nombre d'activités dans le sens de soutenir les activités terroristes. Mais bien sûr. Alors, est-ce que si ceux-là, je veux dire, sont appelés au dialogue, il faudrait qu'ils aient des garanties de sécurité? Le président, dans son discours, a parlé des groupes armés. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit dans le discours, j'ai peut-être mal compris. C'est exactement ce qu'il a dit. Bon alors. But Mr. Minister, Monsieur, il faut que quelqu'un se mette dans la position où il prend ses responsabilités. Monsieur le ministre, messieurs également, Duval et Jonathan, je vous invite à observer une pause dans cette émission La Vérité en face, avec pour inviter le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Grégoire Auna. Une pause dans cette émission et on vous revient. Les victimes seront aussi là. Les victimes seront là. Ça. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez La Vérité en face pour inviter le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Monsieur Grégoire Auna. Nous évoquions dans cette émission la place des parties prenantes, des acteurs qui peuvent être invités à la table du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État pour examiner les causes profondes de la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. Monsieur le ministre, au-delà de la diaspora, il y a également l'opposition camerounaise qui a salué l'initiative du président de la République, certes tardive selon leurs propres termes, et qui a posé un problème de calendrier. C'est la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'interroge sur la capacité organisationnelle de tenir ce grand dialogue national dans ce délai de quelques semaines au regard des enjeux et des parties prenantes qui sont attendues à cet événement. Bon, là, je retrouve un peu un côté négatif camerounais auquel je commence à être très habitué. Parce que quand vous demandez parfois à certains Camerounais de régler un problème, au lieu de régler le problème que vous lui demandez de régler, il vous aligne d'abord une série de problèmes. On ne peut pas faire ça. Il faut. Mais quel est leur problème? Le calendrier ne sera pas tenu. Pourquoi? Le Premier ministre est en train de travailler. On a annoncé. Il ne faut pas qu'il commence déjà à faire des procès d'intention au Premier ministre qu'il ne pourra pas tenir. L'organisation sera mise en place et sera rendue publique. The president said there will be consultations at home and abroad. Voilà. Will that be done within this short Mais period of time justement, before il y the end aura of des this month? consultations à travers le pays. Is the Il y length of aura des time délégations enough? qui That's the iront question. à l'étranger. Mais vous voulez qu'un problème aussi profond, parce qu'on construit notre nation, on construit notre pays, vous voulez qu'on règle ça en 10 jours? Non. Ça ne peut pas The se length régler of en time 10 jours. between now and the end of this month is the problem. Is it enough for those consultations at home and abroad? That's where the question lies. Le président n'a pas dit que tout sera réglé avant la fin. Il va convoquer avant la fin du mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de septembre, il peut convoquer les assises pour décembre. Ou même dans 5 ans, si vous voulez. C'est ça? Vraiment.
Là, vous êtes... Ça, c'est... Excusez-moi, mais il ne faut pas qu'on entre dans la mauvaise foi. La fin du mois, c'est dans moins de... Dans 2 semaines. Si on a souffert pendant... Et ça, c'est une question que je pose souvent aux syndicalistes pendant nos dialogues auxquels je commence à m'habituer. Vous voyez des gens qui ont accepté une situation pendant 10 ans, et quand vous leur donnez un délai de 3 semaines, ils vous disent non, on va gréver. Je dis non. Si vous avez accepté 10 ans, comment vous ne pouvez plus souffrir pendant 3 semaines? Alors je vous demande, mais le président va convoquer des assises qui vont être organisées, où tout le monde pourra s'exprimer, où nous allons trouver des solutions pour que notre pays sorte grandi et qu'il continue son développement. On ne peut... Vous trouvez qu'il faut faire ça en 1 semaine? Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a une question qui revient. Le président de la République va-t-il tenir ce dialogue national avec son principal challenger qui est en prison depuis 8 mois, à savoir le professeur Maurice Kamto, classé officiellement 2e à la dernière élection présidentielle? C'est peut-être parce qu'il est classé 2e que vous l'appelez son principal challenger, mais vous savez, les élections sont des élections. Hein. Si vous faites une analyse des élections rien qu'au Cameroun, vous serez surpris des résultats. Vous n'êtes pas... 15% pour quelqu'un qui a plus de 70%, est-ce que c'est vraiment un challenge? Je m'excuse. Je ne peux pas parler de challenge. Pour autant... Et si M. Kamto est en prison, le Cameroun ne doit pas s'arrêter. Le Cameroun doit continuer de vivre, doit continuer de progresser. Mais vous voyez dans quel état se trouve le pays depuis qu'il y a cette crise post-électorale. Le pays se trouve dans quel état? Il ne faut pas aggraver des choses qui ne sont pas graves. Le pays se trouve dans quel état à cause de M. Kamto? Kamto a fait ce qu'il a fait, il est dans la situation où sont les gens qui ont fait ce qu'il a fait. Il faut qu'il assume. Are you saying that the impact of the socio-political crisis that erupted after the election? Non, je ne crois pas qu'on ne peut pas lier les deux choses. On ne peut pas lier les deux choses, parce que là, vous faites dans l'amalgame, je refuse ça. Je ne peux pas accepter ça. Ça n'a rien à voir. Vous êtes en train d'exposer les idées du parti de M. Kamto. Où est M. Kamto? Voilà que vous discutez de ces idées. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que nous avons besoin. S'il y a dialogue demain, on va dire le MRC. La question demeure. Voilà le point de vue du MRC. La question demeure, monsieur le ministre. Faut-il aller dans ce dialogue national? Le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est l'élection qui confère la légitimité. Oui. 1 an après l'élection présidentielle, le chef de l'État convoque un dialogue national. Oui. Et celui qui a été classé 2e à la dernière élection présidentielle se trouve en prison. Ouais. Faut-il aller dans ce dialogue alors que celui qui a été le principal adversaire politique chef de l'État se trouve en prison? Ou faut-il qu'on procède à l'arrêt des poursuites le concernant et d'autres détenus dans le cadre de la crise anglophone pour décrisper l'atmosphère, comme l'a conseillé les amis du Cameroun? Bon, les amis du Cameroun, je ne sais pas lesquels, ont conseillé. Vous savez, le rôle d'un conseiller, c'est de donner des conseils. Mais vous savez aussi, le rôle de celui qui doit prendre ses décisions, c'est d'écouter ou de ne pas écouter les conseils et d'apprécier, parce qu'il a plusieurs sources de conseils, celui qui prend les décisions. Donc, vous ne pouvez pas élire un président et lui interdire de jouir de ses prérogatives que le peuple lui a données. Donc, vous ne pouvez pas lier les deux choses. Vous ne pouvez pas subordonner la tenue parce que celui que vous appelez le challenger est en prison. Non. Je ne soutiens pas qu'il soit enfermé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bien me comprendre. Mais les deux choses ne peuvent pas être intimement liées. Et vous ne pouvez pas mettre la pression pour qu'on le libère parce qu'il doit participer au dialogue. Il participera au dialogue même de là où il est. Tout le monde sera consulté, y compris ceux qui sont en prison. Y compris.
Mr. Minister, the political leaders of the opposition, sans qu'on les consulte, ils disent ce qu'ils pensent. The political leaders of the opposition think that the environment will not be conducive. The discussions will not be cordial if I'm coming to the dialogue table with somebody who is detaining my brother, who is detaining my sister, who is detaining my national president, who is detaining my leaders. The atmosphere is not going to be conducive. Je crois que le président a été très explicite dans un paragraphe sur ceux qui ont commis des exactions. Est-ce que M. Kamto en fait partie? Je ne veux pas commenter ni préjuger de ce que la justice fera demain. Even though his arrest has been described by lawyers as illegal and arbitrary. Non, ça c'est des histoires. Allez voir M. Kamto lui-même, il a travaillé sur toutes ces lois-là. On dit ce qu'on veut dire quand on doit se défendre. C'est normal, il n'y a pas d'arbitraire. But the lawyers who are saying this, they know that law. Les avocats de qui? Les avocats de qui? This is the case of Professor Maurice Kamto and the other leaders. There are other cases. Mais demandez aussi aux autres avocats. Like Justice Aya Paul Abine, Sisiku Ayuktabe, some even go to the extent of saying that they were abducted, that they were not arrested. Tout ce que vous citez là, c'est des gens qui défendent la même vision du Cameroun. C'est des gens qui défendent les mêmes objectifs. Monsieur Aya Abine pourra venir nous exposer s'il veut tout ce qu'il a envie de dire. Mais je dis, d'une façon générale, personne ne veut que les autres soient en prison. Ça décrispe, d'accord, mais ce n'est pas pour ça que la justice doit disparaître. Laissons la justice faire son travail. Laissons le président. Le président est allé trop loin, à mon avis. Il est allé jusqu'à rappeler que le pardon est là. Il est allé jusqu'à rappeler qu'il a un droit de grâce. Il est allé jusqu'à rappeler beaucoup de choses. Alors, de quoi vous voulez parler là maintenant? Non, laissons voir. Je vous ai dit que celui qui veut être pardonné se mette en position de vouloir le pardon. Moi, je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas dire mieux que ça. Je ne peux pas me réjouir que M. Kamto, que je connais par ailleurs, est en prison. Qu'est-ce que ça apporte à mon pays? Mais il a commis des actes. On a tous vu. Donc, je ne veux pas faire un commentaire d'un procès en cours. Ne m'amenez pas à être dans l'illégalité. Parce que si on m'arrête demain, vous ne viendrez pas me délivrer. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Sur les sujets qui doivent être abordés durant ce dialogue national, il y a la question du vivre ensemble. Il y a également l'épineuse question de la forme de l'État. On l'a évoqué tout à l'heure. Le président de la République, lui, il a parlé de décentralisation. Alors, à la suite de cette annonce du président de la République, qui parle de décentralisation au moment où l'opposition souhaite des réformes constitutionnelles après le constat d'échec de cette décentralisation annoncée depuis 1996, dont l'implémentation est loin d'être totale et optimale à ce jour. Moi, je suis toujours assez amusé quand les gens parlent de 20 ans ou 30 ans pour la vie d'une nation. C'est absolument rien. Et c'est probablement parce que les gens n'ont pas touché du doigt les vrais problèmes du pays. Parce que quand ils auront touché du doigt pour voir comment marchent les choses, je crois qu'ils vont changer d'avis. Donc, moi, ça ne me ferait pas peur que vous m'invitiez un jour à débattre avec quelqu'un qui est pour le fédéralisme et moi qui suis pour la décentralisation. Il a ses arguments, j'ai les miens. Donc, aucun débat ne fera peur. Et moi, je pense que il ne faut pas penser qu'on va dire aux gens... vous fermez votre... Mais on discute... Pensez-vous que l'État unitaire décentralisé va survivre à ce dialogue national qui est annoncé? Moi, je ne peux pas parler d'une affaire dont je ne connais pas encore tous les contours. Il y aura un dialogue où tous les problèmes seront mis sur la table. Je ne peux pas préjuger de ce qui sortira. Pourquoi vous voulez que je peux par contre vous dire
que mon parti défendra la décentralisation. Avec quels arguments, avec quel bilan, monsieur le ministre, de cette décentralisation? Je n'ai pas envie de vous donner nos arguments là maintenant, mais on prendra les arguments qui partent du jour où on est sorti du fédéralisme, parce qu'on n'est pas sorti du fédéralisme comme ça par hasard. On partira de ces arguments d'où le Cameroun est parti pour qu'on est sorti du fédéralisme. On aura tous les arguments de la marche jusqu'à présent et on exposera aussi pourquoi la décentralisation a mis tant de temps à se mettre en place. Et nous sommes déjà dans les étapes finales de la décentralisation. Le président l'a très bien rappelé. Pour parachever tout cela, il annonce les prochaines élections régionales. Donc je crois que est-ce que la décentralisation va survivre ou pas? Je n'en sais rien, mais je peux vous dire que le parti auquel j'appartiens défendra la décentralisation parce qu'elle est le mieux adaptée à notre mode de fonctionnement. Elle est aussi le mieux adaptée à notre niveau de richesse parce que tout cela est sous-tendu par les effets économiques et financiers. Il y en a qui proposent un fédéralisme à 10 États, ça fait 10 premiers ministres, un président, ça fait autant de gouvernements. Il y en a qui proposent un fédéralisme à 4 États, ça fait toujours autant de gouvernements, de premiers ministres, d'assemblée nationale, d'assemblée régionale, locale et tout. Donc il y a des effets financiers qu'il faut intégrer. Mais il y a aussi toute cette facette économique du pays. Nous avons besoin, et je sais que vous êtes très friands sur cet aspect-là chez Equinox, où vous êtes les champions à nous montrer tous les soirs les routes où on ne peut pas passer, sans nous montrer quand même qu'il y a des routes où on passe, parce que je suis quand même venu ici en roulant en voiture. Donc il y a le développement qu'il faut faire, il y a encore beaucoup de routes, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faudra avoir des arguments politiques, mais aussi des arguments économiques et financiers pour montrer... Vous parlez de la situation économique, hein. Le président de la République a dit qu'il y a un début de reprise des activités économiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pourtant, quelques semaines avant, le Premier ministre a déclaré ces deux régions, plus l'extrême nord, des zones économiquement sinistrées. Du point de vue des économies, cela signifie que ces trois régions n'apportent plus de la richesse, de la valeur ajoutée au produit intérieur brut du Cameroun. Pourtant, la décentralisation que vous défendez était censée apporter le développement local. Comment expliquer ce contraste? Ce n'est pas la décentralisation qui est à l'origine de ce qui s'est passé dans ces trois régions, vous savez bien. Ne faites pas dans... Excusez-moi, mais j'ai failli dire dans la mauvaise foi. C'est pas la décentralisation qui est en question. Mais c'est du fait de la décentralisation que les populations ont commencé à manifester, du fait qu'elles ne voient pas les effets induits de ce système de gouvernance dans leur quotidien. Non. The Coffin Revolution in Rwanda, for example, provoked by issues of bad roads and other things in town. Vous avez très bien évoqué que dans ces régions, il y avait beaucoup de pertes au plan économique qui sont dues à la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord et à toute cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ça qui a provoqué cela. Et je suis très bien placé pour vous en parler. Moi, en 3 ans, j'ai été dans le nord-ouest, le sud-ouest 5 fois, en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale. J'ai été voir, j'ai vu des travailleurs, j'ai vu les dégâts qu'il y a eu, j'ai touché du doigt ce qui se passe. Nous n'avons pas toujours fait sur place parce que j'ai même interpellé, je me suis permis d'interpeller les élites parce que quand ça brûle quelque part, il est bon qu'on aille parler à nos parents parce que tous ces gars qui sont entrés en brousse, il faut le dire, c'est des habitants.
Et l'histoire du terrorisme dans notre pays, on la connaît. Qui c'est qui protégeait les maquisards en pays Bassa, en pays Bamileke? Qui c'est qui les protégeait? C'était les gens du village. Quand la police venait, les gendarmes venaient, qui c'est qui les protégeait? Ces jeunes qui reviennent, on les connaît. Et qu'avez-vous dit aux élites? Je dis, mais je leur ai demandé d'être là, de parler aux parents. Parce que c'est par leurs grands-parents que ceux qui sont venus de l'étranger, je vous parlais tout à l'heure des appâts qu'ils venaient, ils apportaient des micro-ordinateurs avec des dessins de la route qui va de tel lieu à tel lieu sera comme ça, on vous fait voir des dessins en trois dimensions et tout. Non. Je dis, il y a eu beaucoup d'intox dès le départ. Et on se rend compte après. Les gens ont peur. Et c'est normal que les gens aient peur. On se demande encore pourquoi les villes mortes continuent malgré l'apaisement qu'on voit. Si le président qui a dit qu'il a repris, il a effectivement repris. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié. Ils ont licencié. Il y en a qui ont mis en chômage technique. Ça va coûter cher au Cameroun. Mais ça, c'est grave. Mais si les zones ont été déclarées sinistrées au plan économique, c'est normal. Et le Premier ministre prend des mesures incitatives pour que les investisseurs reviennent investir. Et ces investisseurs ne viennent pas seulement de l'étranger. Il faut que les Camerounais eux-mêmes puissent investir compte tenu des avantages qu'ils peuvent avoir. Vous avez cité les élites qui, selon vous, ont failli à leur mission d'encadrement, d'accompagnement et visant à faire sortir ces jeunes de la forêt et de cette spirale de violence. Mais l'essentiel des élites dans le nord-ouest et sud-ouest sont du RDPC, du parti au pouvoir. Elles ont été plusieurs fois envoyées en mission pour pouvoir mener des campagnes visant à contrecarrer les élites. C'est des élites aussi, je ne les divise pas encore moi. C'est les élites qui sont aussi venues d'abord dire aux gens, si nous vendons notre pétrole, voici ce que nous allons avoir. Voilà, tout notre pétrole s'en va ailleurs. Il ne nous sert à rien ici. Voilà nos richesses. C'est des élites qui sont venues faire ça. Ces élites, elles ne sont pas du RDPC nécessairement. Donc, arrêtez-moi le coup de croire que les élites, la plupart des élites sont du RDPC. Non. Allez à Boya, vous allez voir. C'est pas les élites du RDPC qui font toutes les belles villas qui sont là-bas. Ce n'est partout ailleurs. Il faut pas jeter l'opprobre sur le RDPC. C'est trop facile. Le RDPC a sa part de responsabilité qu'il va d'ailleurs assumer et qu'il assume. Mais à un moment donné, l'histoire va nous rappeler ce que nous n'avons pas fait, nous du RDPC, qu'on aurait dû faire. La question des emplois est une question centrale. Absolument. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le JICAM a évoqué en 2018 près de 6 000 emplois détruits dans les exploitations agro-industrielles et dans d'autres entreprises. Ces chiffres seraient plus importants s'il faut intégrer les petits commerçants et d'autres activités parallèles qui existaient dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur le ministre, vous êtes en charge du travail et de la sécurité sociale. Quelle réponse avez-vous apporté à ces Camerounais qui ont perdu leur emploi du fait de la guerre et qui se retrouvent aujourd'hui sans moyens de subsistance au quotidien? Il n'y a pas de solution miracle. D'abord, j'ai été constaté, j'ai été les encourager, j'ai été échanger avec eux, ça me paraissait important. J'ai rencontré les formations syndicales, j'ai porté le dossier auprès du gouvernement. Le gouvernement s'est mobilisé par le Premier ministre lui-même, qui a trouvé, après des échanges avec le chef de l'État, qui a cherché des financements pour relancer la plupart des industries. Il y a des sociétés qui ont accepté, parce qu'on a négocié avec elles, qui ont accepté de ne pas licencier
mais de mettre les gens d'abord en chômage technique et de voir venir. Et comment elles vivent, ces personnes, étant Mais en chômage technique, ça ne sert à sans rien, salaire? ça ne sert à rien de remuer le couteau sur la plaie. Quand les gens ont perdu l'emploi, vous savez comment ils vivent. Pourquoi vous voulez remuer le couteau sur la plaie ici? Ça ne sert à rien. Vous voulez dire que le gouvernement n'a rien fait. C'est ça qui vous intéresse. Le gouvernement a pris les mesures que je viens de citer. Quand l'entreprise a brûlé, quand l'usine a brûlé, vous faites quoi? Vous mettez les gens en chômage technique, vous continuez de les payer, et quand on ne peut pas redresser, qu'est-ce qu'on fait? On licencie. C'est ça les conséquences de tout ce que ces gens qui sont allés faire des collectes de fonds, qui sont venus tromper les gens, voilà les conséquences. Monsieur et on ministre, ne peut pas les encourager. Monsieur le ministre, What c'est about dit those tout à who have l'heure. fled? Compris, Duval d'abord, Duval va s'exprimer, ensuite Jonathan Babila. Duval, vous avez la parole. Monsieur le Parce que ministre, c'est très dramatique. Et je vous dis franchement, ça ne sert à rien de remuer le couteau sur la plaie. Ces gens ont souffert, sérieusement souffert, et ils sont des innocents. Monsieur le ministre, Cédric parlait tout à l'heure des chiffres du GICAM qui parlent de plus de 6 000 emplois perdus et d'environ 8 000 emplois menacés. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a des mesures qui ont été prises, vous avez expliqué. Mais le président de la République, dans son discours il y a quelque temps à la Nation, au sujet justement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, parle d'une reprise progressive des activités. Quels sont les indicateurs de cette reprise progressive? Mais les Par exemple, dans indicateurs, le domaine les indicateurs, c'est des gens qui ont été mis en chômage technique, qui reprennent le travail. Je ne peux pas vous donner une statistique précise, mais c'est des investisseurs qui reviennent, qui reprennent des plantations qui avaient été désertées et qui recommencent les investissements, notamment dans le domaine de la banane, dans le domaine de l'EVA. Voilà les 3 indicateurs que je peux vous donner. À ce moment précis. À ce moment précis. Et dans ce cas, quel rôle votre ministère joue dans ce contexte où la situation sociale également est particulièrement tendue entre ces travailleurs en chômage technique pour certains et ces entreprises qui éprouvent des difficultés à relancer leur appareil de production? Quel rôle vous jouez dans ce contexte? Nous n'avons pas un rôle particulier à jouer dans ce contexte. Nous continuons à jouer le rôle que nous avons toujours joué, celui de protéger le travail pour les travailleurs, celui de veiller à ce que les règles du travail et des organismes de sécurité sociale soient respectées. Il n'y a pas un rôle spécifique en période de crise. La seule chose particulière, c'est qu'on a une oreille certainement plus attentive, parce que c'est des situations quand même, je vous disais, dramatiques. Ça ne sert à rien de vouloir jeter l'opprobre pour dire le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Mais quand quelqu'un s'en va brûler une usine, vous avez beau venir éteindre le feu, il y aura un début de feu. En Il y aura des conséquences. En sillonnant les principales villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, durant vos visites de travail ou visites privées dans ces régions, vous avez certainement pu apprécier l'état dans lequel se trouve le secteur de l'éducation. Le ministre des enseignements secondaires, ministre d'éducation de base, ont fait le point à quelques heures de la rentrée scolaire 2019-2020, évoquant au moins la moitié des établissements scolaires détruits, fermés, du fait de cette spirale de violence meurtrière. Quelques semaines après le début de l'année scolaire 2019-2020, quel est le constat que vous faites? L'école, pour vous, a repris, la rentrée, l'année scolaire est effective dans ces régions? Vous voulez que je vous donne un point de vue différent de celui du ministre qui s'occupe des écoles? Je voudrais votre propre point de vue, votre regard, vous qui étiez dans ces régions. Mais moi, j'étais dans ces régions. C'est désolant ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de vouloir remuer le couteau dans la plaie. Ce qui s'est passé est dramatique. Nous devrions être plus mobilisés, nous devions nous apitoyer, ou au lieu de vouloir nous contenter de dire le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Mais il y a une Ce n'est pas juste. il y a une campagne de back to school pour encourager les enfants Mais à oui, retourner à l'école. mais c'est dans le rôle du gouvernement. Est-ce qu'elle a eu cet effet escompté, C'est le l'effet rôle- recherché? C'est le rôle du gouvernement. L'école, elle reprend progressivement. Elle a repris dans beaucoup d'endroits où on n'espérait plus qu'elle allait reprendre. Les résultats
ne sont pas du 100%, certes, puisqu'on a vu des endroits où il y avait encore des villes mortes. Mais je peux aussi vous dire que des jeunes qui sont sortis de la brousse, qui avaient pris des armes, se sont repentis et sont en train de nettoyer certaines écoles à l'heure où je vous parle. Dire oui, le développement va passer par l'école. Il faut qu'on nettoie les écoles, qu'on débrousse pour que les enfants viennent à l'école. Mr. Minister, I want to take you one step back. Et ça, c'est important de dire ça, vous ne voyez pas ça. I want to take you one step back, Mr. Minister. Earlier, you were talking about what government has done for those who have lost their jobs and they're in those two regions. What about those who have lost their jobs and they have moved over to other parts of the country, the Littoral West Center and other parts of the country, and they are jobless in these neighborhoods like Bonaberi? There are many of them who are there in Douala-Four. There are many of them in other parts of Cameroon. What have you done? What do you intend to do about these persons? Je ne suis pas sûr que vous ne savez pas ce que le gouvernement fait pour eux. Tell us. That's why I'm asking you the question. Vous avez vu plusieurs fois le ministre à Tanganji et d'autres ministres se déplacer, aller retrouver les populations déplacées, donc du sud-ouest et du nord-ouest, pour leur donner des aides. That's giving them fish, but I'm talking about how giving them the possibility to fish, not giving them fish every day. You're not going to continue giving them fish every day to eat. Pour le moment, il faut d'abord préparer au plus pressé. C'est normal. Tout ne peut pas se faire en même temps. Donc, on leur donne d'abord du poisson pour manger et on va leur apprendre à pêcher. C'est ça que vous voulez. Donc, il y a des structures gouvernementales qui existent. Moi, je vous dis, ils sont dans tout le pays. Tout le pays est touché par cette crise. Tout le pays. Chez moi, au fin fond, en Ngomdiab, je ne sais pas si vous savez où se trouve Ngomdiab au Cameroun. I do. Chez moi, en Ngomdiab, il y en a qui sont là-bas, qui construisent même déjà des maisons. Ils ont eu du terrain, ils construisent. Ils ont trouvé des jobs, ils ont même trouvé du travail. Certains ont trouvé du travail rémunéré avec bulletin de paye, sécurité sociale et tout. Tout le pays est touché. Donc, lorsqu'on dit que cette affaire ne concerne pas seulement le nord-ouest et le sud-ouest, il faut bien en prendre la véritable mesure. J'aimerais, monsieur le ministre du Travail, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, évoquer à présent la vie au sein du parti au pouvoir, des préoccupations qui vous seront évoquées et présentées ici par Duval Fangwa. Monsieur le ministre, le RDPC se prépare certainement aux prochaines échéances électorales. Le président de la République l'a dit, les élections régionales vont certainement être organisées dans les semaines ou les jours à venir. En tout cas, il n'a pas de délai. Le RDPC certainement se prépare déjà à ces échéances-là. Alors, comment est-ce que cela va se faire en dehors des élections régionales? Il y a d'autres élections qui pourront avoir lieu d'ici début 2020, les élections législatives et municipales. Va-t-on procéder aux primaires ou va-t-on payer des investitures pour choisir les plénipotentiaires, le porte-étendard du RDPC à ces consultations électorales? Ben, écoutez, le RDPC a ses règles, le RDPC a sa culture politique qui se remet en cause, qui se remet en question quand il faut. Nous préparons en permanence les élections parce que c'est ça le rôle premier d'un parti politique. Ensuite, nous réfléchissons sur les politiques qui peuvent emmener nos candidats à réussir dans leur mission, à proposer au peuple. Autrement dit, pour l'instant, vous n'êtes pas encore fixé sur le modus operandi. Nous n'en parlons pas longtemps à l'avance avant les élections. Pourquoi? Parce que vous avez peur parce que ça fait partie, une démobilisation. Ça fait partie de notre stratégie. Stratégie en face des autres adversaires ou bien stratégie à l'intérieur des partis? Stratégie globale du parti. Face aux adversaires, face à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes des compétiteurs.
Est-ce que ce n'est pas lié aux frustrations qui ont été observées? Qu'est-ce qui n'est pas lié aux frustrations? De ne pas en parler? Je veux parler de cette stratégie-là. On a le sentiment qu'à un moment donné, il est question de surprendre les militants du parti en leur disant voilà ce que le sommet du parti a décidé et tout le monde doit s'y accommoder. Mais pourquoi les surprendre? Ils savent qu'ils doivent travailler. Et nous, on décide toujours au sein du RDPC. Le bureau politique, le président national, décide toujours en fonction du contexte, en fonction de ce qui se passe, en fonction de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de décider longtemps à l'avance. Mais pour vous personnellement, quel est le process qui est le meilleur de votre point de vue? Non, je ne peux pas en parler. Ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne répondrai jamais dans un plateau de télévision, sauf si vous me la posez un mois avant les élections. Mr. Minister, Deputy Secretary General of the Cameroon People's Democratic Movement, you are preparing for an election in a context similar or even worse than that of the last presidential election in Cameroon. And many opposition political parties, including the Social Democratic Front, have said, we don't want elections in this present context. Are you preparing to go in alone in these elections? Do you think that is wise to organize elections in this present context? Nous, on ne fait pas de la fiction en politique. Et nous ne faisons pas de la politique fiction. Lorsque le moment des élections arrivera, nous allons nous prononcer, mais nous, on les prépare en permanence parce qu'elles peuvent avoir lieu à tout moment. Donc nous, on les prépare. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, qui prônent le boycott, c'est leur problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce contexte, mais ils ne savent pas ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Are you not bothered about Cameroonians in the 2 Anglophone regions who are unable to vote and who did not vote during the presidential elections and who may not vote in the upcoming elections? Je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le sud-ouest, ni le nord-ouest, quand l'heure des élections arrivera. On a rallongé les mandats. Je vous signale que d'ailleurs, il y a encore des possibilités de rallonger. Le président peut user de ses prérogatives. Donc, moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le nord-ouest au moment des élections. Est-ce que ça sera déjà... Tout le monde sera sorti de la brousse? Est-ce que les gens vont circuler partout librement? Mais ne parlons pas du sud-ouest et du nord-ouest comme si c'était l'embrasement partout. Les élections présidentielles, n'en déplaise à ceux qui disent que personne n'a voté, mais elles ont quand même eu lieu. Peut-être avant la question de Cédric, Monsieur le Ministre, sur ces élections régionales-là, il y a un certain nombre de formations politiques qui souhaiteraient que ces élections régionales soient organisées après les élections municipales. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous ne pensez pas que pour des raisons de soucis, pour des soucis d'élégance et d'esthétique politique, il serait intéressant qu'il y ait d'abord des élections municipales qui permettent de choisir des conseillers municipaux plus légitimes pour choisir les conseillers régionaux? Quel est votre point de vue sur ce débat? Je ne sais pas si la politique s'accommode très spécialement d'élégance et d'esthétique. Donc, vraiment, je ne suis pas sûr que c'est cela qui soit le plus grand souci. Je sais qu'à l'heure où je parle, le RDPC contrôle la majorité des conseillers municipaux. Environ 10 000. Qui sont dans les électeurs. Mais seulement, je voudrais vous dire que le RDPC a perdu quand même l'élection sénatoriale dans une région où il avait la majorité des conseillers. Donc, ça prouve quand même qu'au Cameroun, les gens iront voter en leur âme et conscience. Ce n'est pas parce que nous avons le plus grand nombre de conseillers que nous sommes sûrs de gagner. Donc, sur ce plan-là, je ne me fais aucune religion. Il y a une haute autorité dont la prérogative est de convoquer le corps électoral pour les élections.
Cette Cette autorité prendra ses responsabilités. C'est le président de la République. Le président de la République, par ailleurs, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'a pas convoqué depuis de nombreuses années un congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pourtant, c'est un moment de rassemblement pour permettre au comité central du RDPC, aux militants, de pouvoir examiner la bonne marche du parti au pouvoir. Avez-vous eu l'impression que le RDPC ne marchait pas bien? Je ne pense pas. Je crois que vous avez vu la vitalité du RDPC avant les élections, pendant les élections, après les élections. Et pour un autant, parti politique n'est pas géré comme toutes les autres associations. Lorsque les instances de ce parti se réunissent régulièrement, tel que le prévoient ces textes, cela montre aussi la vitalité du parti. N'en déplaise à ceux qui se réunissent tous les jours, le RDPC a ses méthodes. Elles sont critiquables, mais elles sont efficaces. mais pourquoi au sein du parti, on a du mal justement à organiser selon les indications Qui a du mal? Une fois qu'on vous a expliqué qu'un parti politique ne se gère pas comme une association, j'allais dire une association quelconque. Mais elle a ses règles, cette association. Elle a des règles, elle a des statuts, elle a des textes, et elle prévoit des convocations de ses organes dirigeants sur une période précise. Tout ce qui se passe est conforme à ces textes. Je peux vous dire que le fait qu'il ne se réunit pas n'est pas en non-conformité avec ces textes. Ce n'est pas ce que pensent un certain nombre de cadres. Mais c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas informés. But the presidency of the party... Il parle justement de Monsieur, il parle pas deux à la fois, Duval, oui. Allez-y. I was saying that the presidency of the party appears to have been transformed into a chieftaincy title. No. Owned by one individual. Non. Who may hand it over to... Non, je vous dis que tout ce qui se passe est légal et conforme au texte. Tout simplement. Vous avez des gens qui estiment que ce n'est pas tout à fait ça. Mais ils ne connaissent pas les textes. Oui, justement, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un problème d'interprétation de ces textes-là. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème d'interprétation. Ce n'est pas du tout une interprétation. On s'est mis en conformité avec nos textes qui demandent à certaines instances de déléguer le pouvoir à d'autres instances, et on reste conforme au texte, et on fonctionne, et on garde l'efficacité. C'est ça qui est important. Alors, pour l'instant, vous avez le sentiment que le RDP, c'est un parti qui se porte très bien. Oui. Très bien. Sans hésiter, je vous dis, le RDPC, en ce moment, se porte très bien en tant qu'organisation, a tout simplement les soucis de la façon dont se porte le pays dans lequel il exerce. Et en prenant quelques exemples tout à l'heure, vous pourrez peut-être nuancer en indiquant que oui, comme toutes les organisations, il peut y avoir des petits problèmes à l'intérieur de cette formation politique et qui n'échappe à aucune famille politique. Mais pourquoi vous voulez que je parle des petits problèmes qui n'intéressent personne, qui ne préoccupent même personne à la limite? Comment vous dites qu'ils ne préoccupent personne? Lorsqu'on prend l'incident survenu dans une radio à Ebolovaï il y a quelques jours, où on a vu des cadres de formation politique se crêper les chiens. Quel est l'impact? Vous estimez que quand des responsables d'une formation politique dans une section en viennent à des bagarres de rue, vous estimez que ça n'a pas d'impact sur l'image du parti? Permettez-moi le terme, ils ont dérapé complètement. On ne peut que condamner ça. Mais on ne va pas s'attarder. C'est pas une affaire nationale. Est-ce que là, ça ne traduit pas justement des frustrations qui peuvent avoir un impact justement sur les prochaines élections? Allez vivre au paradis si vous voulez vivre dans un monde sans frustration. Il y a certains membres du comité central. Là-bas, il n'y a pas de frustration. Il y a certains membres du comité central du RDPC qui se plaignent des nominations au sein du gouvernement. Ils estiment qu'il y a des choix qui sont faits
Oui, le militantisme au sein du RDPC n'est pas récompensé Qui dans le cadre des nominations au sein du gouvernement. Qui leur a Que dit répondez-vous à cela? Je leur réponds que par une question d'abord. Qui leur a dit que le président doit nommer les gens qui ont le militantisme que eux ils veulent? Le président a expliqué, ce que je n'avais jamais entendu d'ailleurs, il a expliqué pour comment il nomme les gens qu'il nomme. Pour faire quoi? C'est pour travailler. C'est ça l'objectif premier. Qui leur a dit qu'on doit nommer les gens qui sont trop militants ou peu militants? Le militantisme traduit le dynamisme. Et quand le président va vouloir nommer des gens qu'il ne trouve pas au RDPC, il va les chercher là où ils sont. Il va les chercher là où il va les trouver, là où il peut les trouver. Parfois dans des partis d'opposition, parfois dans des partis qui deviennent des partis alliés. Donc, il vise l'efficacité, il a la responsabilité de gouverner un pays. Donc, les militants peuvent être mécontents. C'est aussi normal que les militants soient mécontents parce que peut-être qu'ils espéraient peut-être accéder à ces postes ou voir d'autres personnes qu'ils connaissent accéder à ces postes. Donc, je ne les condamne pas qu'ils fassent des critiques. Mais le RDPC est un des partis où la critique interne est acerbe, je vous dis. La critique est acerbe au RDPC. Monsieur le ministre, il y a eu récemment, dans le sillage des violences qui sont intervenues à Genève, et par la suite, le grand meeting de Bafoussam, organisé par les élites de cette localité, on va dire peut-être des élites RDPC, au devant de la scène. Il y a eu dans ce sillage-là des sorties qui ont été considérées par certains comme des sortes de dérapages, faisant allusion par exemple à cette sortie des députés du Sud. Est-ce que c'est une situation qui vous C'est-à-dire, c'était quoi? En rapport avec une sorte de repli identitaire. Je ne vais pas revenir ici sur les propos exacts. Mais vous savez que moi, je condamne le repli identitaire. Je ne suis pas d'accord pour le repli identitaire. Si nous essayons de travailler, comme dit le président dans son discours, vous verrez, on fera mieux qu'actuellement. Mais en tant que secrétaire général du comité central du RDPC, oui, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de penser qu'il fallait faire une sorte de recentrage et peut-être en attirant l'attention de ces d'honorables députés, membres de votre formation politique, sur les idéaux qui sont ceux du président national du RDPC? Non, je vais vous dire une chose. Les choses ne sont pas toujours comme vous croyez. Je peux parler de ça parce que le Premier ministre de l'époque n'est plus d'ailleurs en poste. Il y a un Premier ministre qui avait demandé, par exemple, qu'on n'aille plus faire les fêtes au village. Vous voyez, quand les gens sont nommés ministres, ils s'en vont faire la fête au village. C'est comme si on les a nommés pour le village. Ça s'est calmé après 1 ou 2 remaniements ministériels, mais ça a repris de plus belle. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens veulent faire des choses. On est dans un monde de liberté en plus. Et puis quand les choses ne sont pas fondamentalement interdites par des lois, qu'est-ce que vous allez dire? Le repli identitaire, c'est quelque chose qui est décrié par les hautes autorités de ce pays. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Nous devons être des serviteurs de l'État pour servir le pays. Mais il est vrai que nous venons quand même de quelque part. C'est clair que si j'ai 3 semaines de vacances aujourd'hui, je serais plus porté à aller passer 2 semaines dans mon village et peut-être 1 semaine ailleurs. C'est normal. Mais je ne peux pas penser que j'ai été nommé ministre pour mon village ou pour mon arrondissement. Mais le président lui-même l'a rappelé. Au sein du gouvernement... Ce n'est pas le RDPC. Le RDPC a un rôle en tant que parti politique, de rappel, de suivi auprès des ministres qui sont en son sein. Et le secrétaire général, le vice-premier ministre Nkouité, fait ce rôle. Parce que nous sommes là pour faire que la politique du président Biya soit respectée et appliquée. Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission.
Est-ce que vous avez un dernier mot au moment où le Cameroun se dirige vers ce dialogue national tant attendu pour régler les problématiques majeures de la vie nationale au Cameroun? Merci de m'offrir cette opportunité de ne pas répondre à une question, mais d'émettre plutôt un dernier vœu. Moi, je souhaite vraiment que les Camerounais se mobilisent pour que ce débat soit nourri. Je souhaite que les Camerounais de tous bords, vraiment de tous bords, tel que le président lui-même l'a dit, qu'on puisse percer la plaie, parce que moi, je sais qu'il y a des problèmes, que nos frères anglophones ont des petites frustrations qui peuvent être rectifiées, mais qu'on ne doit pas traîner et porter toute la vie. Donc, je souhaite qu'on se mobilise, mais qu'on ne fasse pas trop d'amalgame. Et le président Biya l'a très bien dit dans son discours, il ne faut pas qu'on passe d'un état de droit à un état d'impunité, parce qu'on va tomber à ce moment dans la culture du désordre et de la dictature. Et je pense que si les gens viennent dans l'esprit constructif, et pour terminer par là où vous avez commencé, par mon tweet, je disais, à vos marques, à nos marques, prêts, partons avec toutes nos idées constructives pour véritablement crever l'abcès. Il y a eu des insuffisances peut-être, il y a eu des fautes que nous avons commises. Nul n'est parfait, mais le Cameroun a tellement un gros potentiel, que ce soit le potentiel humain, que ce soit le potentiel financier et économique, qu'on doit réussir, on doit vivre mieux. Et lorsque vous voyez comment les choses se passent, moi je dis, nous pouvons encore faire mieux. Mieux. Et quand je dis ça, je pense à la corruption qui nous ronge. Vous avez vécu vous-même des situations. Vous nous avez diffusé en long et en large cette histoire de la sortie est de Douala. Je cite cet exemple. Où vous vivez une situation sociale et vous vous demandez comment cela a été possible dans un pays comme le Cameroun. Est-ce que c'est le président de la République qui va venir régler ça? Le président nous a donné là une opportunité, une grande opportunité pour qu'on avance dans le contrat social qu'il nous avait proposé dès le premier jour. Et si même on veut qu'on l'améliore vers un nouveau contrat social. Merci, Monsieur le ministre Grégoire Auna, en charge du travail et de la sécurité sociale, également secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis de dire ce que je pouvais dire ici, en vous priant quand même d'être indulgent avec les hommes politiques. Nous avons beaucoup à apprendre encore. Merci, Monsieur le ministre. Merci également à vous, Duval Fongoa, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission La Vérité en face. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.